La plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion nationale et le développement, organisée ce samedi 6 avril 2019, une marche à Abidjan pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour une première fois, chrétiens, musulmans et adeptes d'autres religions étaient ensemble dans les rues du plateau pour dire non à la guerre. La particularité de cette marche qui marquait l'ouverture des journées de l'unité, de la paix et de la cohésion était la présence de plus de 500 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Alors jusqu'où ces initiatives peuvent aboutir? Quelle peut être la contribution des religieux à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Ivoire TV dans le cadre de cet entretien. Et nous sommes avec Madame Yao Madeleine, présidente de la PLCRD. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Madame Yao Madeleine, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le samedi dernier, vous organisez donc une marche dans les rues du plateau en présence de plusieurs milliers de personnes qui ont adhéré donc à votre initiative. Ce qui était vraiment formidable là-dedans, c'était la présence parmi vous de plus de 500 éléments de l'armée ivoirienne qui ont décidé eux aussi de dire nous ne voulons plus de la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire un bref rappel des circonstances de cet événement? Merci. Cette activité, la marche que nous avons organisée, est le premier élément des journées de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Nous avons voulu commencer nos activités par réunifier en quelque sorte tous les Ivoiriens autour de cet idéal commun qu'est la conquête et le maintien de la paix. Parce que nous savons, et tout le monde le sait, que la paix est le préalable à tout développement, à toute action et à toute réaction. Nous avons voulu montrer que dans l'unité, nous pouvons encore consolider ce tissu social qui s'ébranle depuis quelques dizaines d'années. Et en le faisant, et avec la présence des forces républicaines qui, elles aussi, ont besoin de se réconcilier avec leur population pour montrer qu'elles ne sont pas une force de répression ni de crise, mais que comme nous, c'est une force civique, une force citoyenne, une force qui a le souci du bien-être de son peuple. Et ensemble, nous avons pu faire cet exercice qui est pour nous un exercice à double objectif. Il est spirituel. Parce que quelquefois, quand on en a marre, on se dit, je vais poser un geste dans la foi pour démontrer que je ne veux plus de telles choses. Donc la marche, c'était une marche sur nos difficultés, sur tout ce qui nous entraîne toujours aux divisions, aux grèves, aux crises et à la guerre, pour dire non, non, plus jamais ça, nous n'en voulons plus. Et c'est aussi un élan de solidarité aussi que nous nous sommes donnés en nous mettant ensemble, en se disant, dans l'unité, nous allons dire non aux crises et faire tout pour que notre agir, notre réaction, nos paroles, nos actes concourent à construire la paix, à consolider la paix et à montrer que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Certainement, en tout cas, c'était une très belle initiative. L'armée aux côtés de sa population pour dire ensemble, nous voulons de la paix en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, quels sont les objectifs de la plateforme que vous dirigez et quelles en sont les composantes? Cette plateforme est une plateforme interconfessionnelle qui regroupe tous les croyants, chrétiens, catholiques, évangéliques, protestants et musulmans, qui partagent en fait la foi monothéiste. Et cette plateforme est composée aussi de leaders politiques. Nous avons voulu qu'il y ait toutes les représentations politiques au sein de la plateforme, puisque notre action vise à faire adhérer le politique à notre idéal de conquête de paix et de maintien de l'ordre et de la sécurité. Elle comporte aussi des acteurs de la société civile qui sont leaders, des dirigeants, des cadres qui ont la conviction que la paix peut nous aider à consolider nos acquis au plan économique et social. Et donc c'est cette composition multiple
qui représentent la plateforme. La plateforme est encadrée par des aumôniers parce que comme nous sommes dans le domaine religieux, nous nous sommes dit nous avons nous-mêmes besoin de coachs pour pouvoir garantir notre intégrité dans notre action. Donc nous avons des aumôniers imams, pasteurs et prêtres qui nous accompagnent. Mais justement, là-dessus, est-ce que vous n'associez pas les adeptes d'autres religions qui ne sont pas forcément monothéistes ou qui se disent nous aussi, nous prônons la paix, mais on peut... Quelles sont ces religions? Parce que nous avons élargi. Il y a une pléthore de religions. Nous avons élargi. Donc, quand on dit évangélique, on mène dans les évangéliques toutes les différentes composantes qui sont nées... Non, je veux dire au-delà de ces religions que nous connaissons plus couramment, oui. Il y en a d'autres aussi. Les sémas sont dedans. Et d'autres conceptions religieuses qui ne sont pas forcément liées à celles que l'on connaît plus conventionnellement, mais qui, elles aussi, peuvent être associées, pourquoi pas leur manière d'initiative. Je suis d'accord avec vous que nous n'écartons personne. L'essentiel, c'est qu'on prenne la paix. L'essentiel, c'est qu'on s'appuie sur une des religions et qu'on soit adepte de tout ce qui est pacifique, tout ce qui réconcilie. Donc, on est vraiment ouvert et nous avons vraiment associé le maximum de personnes, le maximum de religions à notre activité. Parce que l'essentiel pour nous, c'est d'impacter. Nous ne sommes pas réunis pour être entre nous leaders élitistes et pour faire de la théorie de la paix. Notre action doit aller en profondeur, notre action doit aller sur le terrain pour changer, transformer et restaurer. Par conséquent, plus nous sommes, plus nous avons des relais, plus nous pensons pouvoir impacter la population et étendre notre champ d'action. Toucher tout le monde, toutes les sensibilités. Toucher toutes les sensibilités, parce que comme vous savez, la capacité de nuisance, même si c'est une minorité, elle devient un poison pour l'ensemble. Donc nous voulons impacter, toucher le maximum de personnes, comme il n'y a pas de risque zéro, toucher le maximum de personnes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, pour ne pas qu'on reste entre nous religieux et qu'une des composantes ne nous échappe, nous avons associé les chefs religieux. Les chefs religieux, ça veut dire qu'on entre dans les communautés désormais. Et notre les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, exactement, les chefs traditionnels. En nous appuyant sur les chefs traditionnels, aucune des composantes de la société ne nous échappe. Et comment est-ce qu'ils accueillent justement votre approche? Est-ce qu'ils sont enthousiastes lorsque vous venez vers eux? Jusque-là, vraiment, nous avons été très bien accueillis. Tout le monde dit c'est une initiative qui vient bien à propos. On en a vu qui ont agi de manière parcellaire, sectorielle, mais aujourd'hui, en mettant tout le monde ensemble, tous les leaders religieux, les leaders traditionalistes, les leaders intellectuels de la société civile, vous avez fait une composition qui rejoint tout le monde, où tout le monde se sent représenté. Et donc nous pensons que c'est une belle initiative et partout, nous avons été bien accueillis par les leaders religieux qui déjà ont le forum des confessions religieuses, mais qui ont estimé qu'entre nous laïcs, on aura peut-être le courage de certaines actions qu'eux ne pourront pas entreprendre. Donc c'était bienvenu, nous avons été bien accueillis. D'ailleurs, ce sont ces différents leaders religieux qui ont désigné leurs représentants pour constituer les 120 messagers. Et quand nous avons approché aussi la Chambre des rois et les chefs traditionnels, nous avons reçu le même accueil pour dire vous venez bien à propos parce qu'il ne faut pas attendre les crises pour mettre en place les organisations pour parer aux crises. Il faut les préparer longtemps à l'avance et il faut qu'on s'approprie votre mécanisme longtemps à l'avance de telle sorte que vous ayez de l'audience lorsque vous devez intervenir. Donc en tout cas, nous sommes bien accueillis pour l'instant par toute la population et les responsables. Alors, est-ce qu'on peut avoir justement, Madame Yao, une idée de votre plan d'action à l'horizon 2020 pour parler au cœur, pour parler aux Ivoiriens et pour faire comprendre à l'ensemble de la société ivoirienne qu'il faut aller à des élections apaisées en désarmant chacun son cœur, chacun sa conscience? Déjà, nous ne faisons pas, nous ne nous focalisons pas sur les élections. Nous voulons d'abord nous focaliser sur la reconquête de l'unité, comme vous le dites, par la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que quoi qu'il advienne, il y a une fracture sociale, il y a eu des rancœurs accumulées, des torts subis, il y a eu des victimes qui se sont senties lésées, qui pensent qu'elles ont été abandonnées à leur sort, alors que la crise n'est pas de leur fait. Nous voulons, dans un premier temps,
essayer de pacifier les cœurs, prôner l'apaisement, prôner l'unité, la communion fraternelle, la cohésion, de telle sorte que ces rancœurs soient le fait du passé. Autrement, si nous abordons la question des élections, ça va susciter encore des débats peut-être tellement houleux, vu qu'il y en a qui se disent que c'est du fait des élections que certaines circonstances malheureuses leur sont arrivées. Donc nous voulons déjà pacifier. Donc après cette journée de l'unité, que nous allons faire éclater, parce que cette activité est une activité faste, pour montrer qu'ensemble on peut encore communier fraternellement. Mais ce n'est pas une activité qui va avoir une vocation transformatrice dans cette grandeur nature-là. Donc après, il faut aller dans les systèmes, prendre les partis politiques individuellement, prendre la jeunesse, prendre les femmes, et prendre les individus à risque, compartiment par compartiment, pour que la conciliation soit totale. Une fois ce climat est apaisé et que les cœurs sont unifiés, nous pouvons maintenant faire de la formation. La formation au civisme, au patriotisme, la politique, la démocratie, les élections. Nous allons aborder ces thèmes-là justement en sous-groupe, sous forme de séminaires, avec les différentes composantes de la société et la population. Et en fond, en toile de mire, pour pouvoir vraiment toucher les esprits et les impacter, il y aura beaucoup de communication. Nous allons mettre des panneaux sur lesquels nous allons mettre des messages. Nous allons aussi mettre des bandes déroulantes avec les médias que vous êtes. Nous allons avoir des temps d'antenne, des temps de messages pour que les esprits soient à nouveau gagnés par la paix. Et des petits séminaires dans les contrées les plus reculées, parce que 80% de la population vit en zone rurale. Il faut atteindre cette population, avoir une stratégie de communication qui leur permet vraiment de eux aussi être touchés par les messages de paix et d'avoir des comportements pacifiques. Et si nous ajoutons à cela toute la formation, je pense qu'ils pourront mieux appréhender ce que c'est que la politique, ce que c'est que les élections, montrer que les élections ne sont pas une occasion de destruction, de guerre, de crise, et que la destruction, au contraire, retarde le développement, mais plutôt une occasion de pacification. Certainement. Alors, vous avez déjà entrepris quelques actions depuis donc la création de la plateforme. Est-ce qu'on peut avoir en quelques minutes un bilan global de ce qui a déjà été fait et de l'impact que vous avez déjà ressenti sur le terrain? C'est une plateforme qui est née il y a 1 an, à peu près. En termes de bilan, ce que nous avons déjà fait de fondamental, c'est le plaidoyer auprès des autorités. Vous savez que quand vous venez sur une place, il faut avoir la notoriété. Donc déjà, montrer que ce n'est pas une plateforme politique, ce n'est pas une plateforme qui est venue pour se mêler du débat politique, mais plutôt pour concilier, pour réconcilier et unifier. Et nous avons fait aussi un plaidoyer, un lobbying auprès des institutions, auprès des acteurs politiques, pour tirer la sonnette d'alarme et dire que nous sommes arrivés à un point de saturation et à un point où il ne faut plus tirer sur la corde, sinon elle risque de se casser. Parce qu'en fait, dans le feu de l'action, nous pensons que ces autorités ne se rendent pas toujours compte du danger qui est imminent. Donc nous avons fait des missions de bons offices pour rencontrer ces autorités, les conscientiser, les sensibiliser et les amener à la conciliation, à la réconciliation. Nous l'avons fait avec des autorités que nous envoyons comme émissaires et nous nous présentons quand cela est possible. Et nous rencontrons les partis politiques avec leurs membres pour essayer de leur passer le langage d'apaisement, le langage d'unité, le langage de consolidation de l'unité. Donc toute la première période a consisté à cela. Nous avons fait une action envers les médias. Parce qu'on s'est dit, c'est le 3e pilier du pouvoir, mais il a une capacité de consolidation, mais aussi une capacité de nuisance assez importante. Absolument. Donc nous n'avons pas eu la langue de bois en disant aux médias, vous êtes les premiers acteurs que nous voulons toucher, parce que par vous, nous voulons aussi toucher les cœurs et impacter positivement désormais vos écrits, vos plumes, vos émissions, pour que la population, en voyant, en lisant, commence aussi à renouer avec ce dessin et la culture de la paix. Donc nous avons initié un partenariat stratégique avec les médias en se disant, même si nous vous associons à nos activités, vous-même nous vous prenons comme
partenaires citoyens pour la paix, parce que nous voulons que dans vos écrits, chaque fois il y ait un message de paix. Quelle que soit votre ligne éditoriale, vous devez toujours concevoir quelque chose en faveur de la paix, gracieusement pour la population. Et nous avons fait cette activité et nous avons aussi rencontré quelques partis politiques pour leur véhiculer le message de paix. Là-dessus, justement, est-ce que vous avez des relations permanentes avec les autorités au sommet de l'État? Est-ce que vous avez des approches? Est-ce qu'à leur niveau, ils tentent aussi de vous faire comprendre ou de vous utiliser quelque part pour transmettre des messages? Est-ce que vous servez quelque part d'appui aux décideurs dans la nation, justement pour faire passer des messages de paix et d'apaisement? Toutes les autorités que nous avons rencontrées ont salué l'avènement de cette plateforme. Parce qu'à travers cette plateforme, à travers les missions de bons offices et de conciliation, déjà les échos des uns et des autres sont transmis pour que quelque part, il y ait la conciliation. Donc chacune des parties, en tout cas, nous passe des messages. Et nous avons d'abord besoin de les comprendre aussi. Donc nous avons essayé de comprendre chaque partie et nous essayons de faire une politique médiane pour essayer de rapprocher les positions. Bien entendu, c'est une mission de longue haleine, mais chacun compte sur nous pour faire passer son message. Vous savez, la vérité qui est là, elle est subjective. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Et nous essayons de ne pas analyser, mais seulement de dire, quelles que soient vos contradictions, pourvu que cela ne mène pas à la guerre, pourvu que cela ne suscite pas la crise. Donc je crois que nous sommes un bon instrument qu'aujourd'hui, le politique peut utiliser pour véhiculer des messages. Et nous anticipons. Lorsque nous voyons qu'il y a menace quelque part, nous n'attendons pas d'être sollicités. Okay. Nous-mêmes, nous nous invitons. Nous-mêmes, nous faisons les démarches pour que quelque part, les positions soient conciliantes. Et vous sentez qu'aujourd'hui, vous devenez de plus en plus l'adresse de référence pour tous les politiques lorsqu'il y a lieu d'avoir crise en Côte d'Ivoire? Bon, pour l'heure, je ne peux pas l'affirmer puisque, comme je le dis, en la matière, vous avez besoin d'avancer à petits pas pour avoir la crédibilité, toute la notoriété. Donc je ne peux pas dire tous, mais ce qui est sur les principaux, plus ou moins, voilà, les principaux reconnaissent que nous pouvons apporter quelque chose et de plus en plus se penchent sur nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de multiplier les actions, parce que c'est en agissant que les gens peuvent tester l'écart qu'il y a entre la littérature et la réalité, de voir si vous n'êtes pas partisan quelque part. Donc effectivement, petit à petit, nous pourrons dire peut-être par la suite tous. Mais sinon, nous avons enregistré vraiment la plupart des partis politiques qui adhèrent à notre processus. Ça sera vraiment difficile, en tout cas beaucoup de courage à vous. Merci. Justement, est-ce que vous avez rapidement des méthodes, des stratégies que vous comptez mettre en place pour toucher les populations dans les bas quartiers, à tous les niveaux de la société, parce que c'est là-bas que ça se passe. Bien sûr. Ce sont eux qui sont les instruments au service du politique pour mener des actions de masse. Quelles sont les méthodes que vous comptez donc déployer pour les impacter en quelques minutes? Ce sont les missions de terrain. Déjà, comme je le dis, il y a un bon niveau qui doit passer par l'information pour se faire connaître et montrer quelles sont les stratégies et quels sont les instruments ou les moyens que vous voulez utiliser pour que ces personnes soient impactées. Donc les radios de proximité vont beaucoup servir pour informer, former. Les réunions dans les communautés villageoises, il y a des petits séminaires qui se font qui visent les responsables, qui visent les chefs de quartier, les chefs de communauté. Après, il faut les prendre par composantes de la société, jeunes, femmes, même enfants dans les écoles. Et donc, c'est vraiment une stratégie de terrain. Il faut vraiment aller sur le terrain, expliquer, passer des messages, se faire connaître, organiser des activités. Vous avez vu qu'il y a un volet développement dans notre projet. C'est fait à dessein parce que si vous n'apportez que la littérature, à un moment donné, il y aura l'agacement. Mais avec le volet développement, quelquefois, là où on sent que les crises sont telles qu'il faut vraiment créer un projet communautaire, c'est de mettre en place des projets communautaires qui vont réunir les femmes ou les jeunes. Dans tous les cas, s'ils savent qu'ils ont une ferme en commun, ils seront obligés de se parler. Donc c'est un peu toutes ces stratégies que nous allons mettre ensemble pour pouvoir avancer sur le terrain
et impacter la population. Ça permet de briser les barrières. Madame Yao, nous sommes au thème de notre entretien, ce fut vraiment formidable. Est-ce que vous avez un mot de fin, peut-être une adresse à tous ceux qui auront l'occasion donc de nous suivre? Le mot de la fin, ça va être le mot que nous allons répéter tout le long de notre mandat jusqu'à l'infini, parce que c'est un mandat qui ne finira pas. C'est de dire que Dieu nous a créés pour que nous puissions être ses représentants sur terre et poursuivre sa mission de création et de procréation. Nous avons donc la responsabilité de garantir à notre environnement une sécurité et une prospérité. Et cela ne saurait se faire sans la paix, sans la quiétude, sans le vivre ensemble, sans la communion. Une seule personne ne peut tout faire. C'est dans l'unité que nous pouvons gagner la bataille même du développement. Parce que l'homme est au début du développement, parce que c'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui produit, c'est l'homme qui transforme, c'est l'homme qui développe. L'homme est au milieu du développement parce que c'est lui aussi qui est le consommateur. Et à la fin, il est le bénéficiaire. Voyez-vous que l'homme est partout. Donc l'amour pour l'homme, l'amour les uns pour les autres, l'unité, la cohésion, ce sont ces éléments que nous devons promouvoir. Nous devons promouvoir toutes ces valeurs que nous avons en Afrique, qui sont les valeurs morales et culturelles, mais qui se rapprochent aussi des valeurs religieuses. Et si nous nous imprégnons, nous nous réimprégnons de ces valeurs et que nous mettons l'intérêt et le bien-être du prochain en exergue, cela nous permet de gagner l'unité et cette unité nous permet de construire ensemble et en construisant ensemble, on jouit ensemble des produits et c'est ce qu'on appelle le développement inclusif, c'est ce que nous recherchons et je pense que c'est ce que le politique aussi recherche. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la population de venir massivement au Palais des Sports le samedi 13 avril à partir de 8 h où nous célébrons l'apothéose des Journées de la paix qui ont commencé le samedi 6 par la marche, qui se poursuivent dans les communes par les activités culturelles et les prières et qui se termineront ce jour-là par des festivités marquant notre unité, la flamme de la paix, la consolidation du réseau des messagers de la paix et deux enseignements qui sont caractéristiques, une sur « Unis en Dieu, nous sommes inébranlables » et une autre communication sur construire, bâtir une nation forte dans l'unité et la paix. Toutes les autorités sont invitées, les institutionnels, le politique et toute la population. Venez nombreux pour que nous puissions communier fraternellement pour consolider l'unité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Merci Madame Yao, on a eu donc un échange assez riche. On espère que votre voix sera entendue. C'est donc terminé pour ce numéro de l'entretien d'Ivoire TV. Je rappelle que nous étions avec Madame Yao Madeleine, présidente de la plateforme des leaders croyants religieux pour la réconciliation, la cohésion sociale, la paix et le développement. Et nous abordions donc la question de la contribution des religieux à l'apaisement du climat social en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Et d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.